Imagine que chaque fois que vous entrez dans un supermarché, vous participez sans le savoir à une expérience psychologique minutieusement conçue pour vider votre portefeuille. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier fait, les supermarchés ne sont pas construits au hasard. Chaque détail de leur architecture a été pensé par des équipes entières de psychologues, de neuromarketeurs et de designers comportementaux. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une industrie à part entière qui génère des milliards d'euros de revenus supplémentaires chaque année. Depuis les années 50, les grandes enseignes ont commencé à collaborer avec des spécialistes du comportement humain pour transformer le simple acte de faire ses courses en un parcours émotionnel soigneusement orchestré. Les premières études sérieuses ont été menées par Paco Underhill, un consultant américain en comportement des consommateurs qui a passé des milliers d'heures à observer les gens dans les magasins, caméra en main, chronomètre sur la table. Ce qu'il a découvert a changé pour toujours la façon dont les supermarchés sont conçus dans le monde entier. Ces conclusions ont été publiées dans un livre intitulé « Why We Buy – The Science of Shopping », traduit en plus de 25 langues et devenu une référence absolue dans le milieu du retail. Et ce n'est pas tout. Ces méthodes ont été adoptées partout dans le monde, des petites épiceries de banlieue aux hypermarchés géants qui accueillent chaque semaine des dizaines de milliers de clients. Et cela devient encore plus intéressant. La première chose que vous remarquez quand vous entrez dans un grand supermarché, c'est souvent une belle zone de fruits et légumes frais, colorée, lumineuse, parfois même parfumée. Cette zone est placée à l'entrée pour une raison très précise. Voir des produits frais et naturels au début de votre visite crée un sentiment de vertu. Vous vous dites inconsciemment que vous faites de bons choix, que vous mangez sainement, que vous êtes un consommateur responsable. Et cette bonne conscience initiale vous rend ensuite beaucoup plus indulgent pour le reste du parcours. Des études en psychologie comportementale ont montré que les clients qui commencent leurs achats avec des fruits et légumes dépensent en moyenne 25% de plus en produits sucrés, alcoolisés ou ultra transformés que ceux qui débutent dans un autre rayon. Ce phénomène s'appelle la licence morale. Vous vous autorisez à craquer parce que vous avez déjà fait le bon choix. C'est un mécanisme parfaitement humain, parfaitement prévisible et parfaitement exploité. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Deuxième fait, les chariots. Ces grands paniers métalliques ou plastiques que vous attrapez machinalement à l'entrée ont une histoire fascinante et révélatrice. Ils ont été inventés en 1937 par Sylvan Goldman, un épicier américain de l'Oklahoma qui cherchait un moyen de faire acheter plus à ses clients. À l'époque, ses clients portaient des petits paniers à la main et cessaient d'acheter dès que le panier devenait trop lourd ou trop encombrant. Goldman a eu l'idée de créer un cadre sur roue pour supporter 2 paniers superposés. Mais au début, personne ne voulait les utiliser. Les hommes trouvaient ça peu viril, les femmes pensaient que c'était réservé aux personnes âgées ou aux gens qui manquaient de force. Goldman a alors engagé des acteurs payés pour se promener dans le magasin avec les chariots, faisant semblant de faire leurs courses naturellement. En quelques semaines, tout le monde utilisait le chariot. Et depuis, les fabricants n'ont cessé d'agrandir leur taille, génération après génération. Aujourd'hui, les chariots standards font 2 à 3 fois la taille des modèles originaux. Un chariot à moitié vide crée un sentiment d'incomplétude, une légère anxiété souterraine qui pousse à remplir l'espace. Plus le chariot est grand, plus vous achetez. C'est aussi simple et aussi implacable que ça. Et voici ce qui est surprenant. Troisième fait, la musique. Pas la musique que vous choisissez, mais celle que le magasin choisit pour vous, à votre insu. Des chercheurs de l'université de Leicester ont mené une expérience célèbre dans les années 90 qui a changé la façon dont les directeurs de supermarchés pensaient à leur playlist. Ils ont alterné de la musique française et de la musique allemande dans le rayon vin d'un supermarché britannique sur plusieurs semaines. Les jours où la musique française jouait, les ventes de vins français augmentaient de 77% par rapport aux vins allemands. Les jours de musique allemande, c'était l'inverse avec une précision presque mathématique. Quand on interrogeait les clients à la sortie, quasi aucun ne mentionnait la musique comme facteur de choix. Ils croyaient sincèrement avoir choisi librement, par goût personnel ou par habitude. La musique agit aussi sur le rythme de votre démarche. Une musique lente ralentit votre pas. Vous restez plus longtemps dans le magasin, vous regardez plus de produits, vous tombez sur plus de choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Une étude a montré que la musique lente peut augmenter le chiffre d'affaires de 38% par rapport à de la musique rapide.
Certains supermarchés vont encore plus loin et changent le tempo selon l'heure de la journée. De la musique dynamique aux heures de pointe pour fluidifier le trafic et éviter les bouchons. Et de la musique douce en semaine pour encourager à traîner et à explorer les rayons. Voici un détail important. 4e fait, les odeurs. Le marketing olfactif est l'une des techniques les plus puissantes et les moins connues du grand public. Le cerveau humain traite les odeurs différemment des autres informations sensorielles. Elles sont directement connectées au système limbique, la partie du cerveau associée aux émotions, aux souvenirs d'enfance et aux instincts primaires. Quand vous sentez du pain chaud ou des viennoiseries fraîches en entrant dans un supermarché, votre cerveau associe immédiatement cette odeur à la chaleur, au réconfort, à la maison, à la sécurité. Vous vous sentez bien accueilli. Et quand vous vous sentez bien, vous dépensez plus, vous restez plus longtemps, vous êtes plus ouvert aux suggestions. Certains supermarchés ont même installé des diffuseurs de parfums artificiels qui imitent l'odeur du pain frais ou des agrumes dans des zones stratégiques du magasin, même quand aucun produit correspondant n'est à proximité immédiate. Des entreprises spécialisées comme Scenter ou Mood Media vendent exactement ce type de solution aux grandes enseignes de distribution. Une étude publiée dans le Journal of Retailing a établi que les clients exposés à des odeurs agréables et cohérentes avec l'environnement du magasin dépensent en moyenne 20% de plus que ceux qui évoluent dans un environnement olfactivement neutre. Et ce n'est pas tout. 5e fait, l'éclairage. Vous n'y pensez peut-être jamais, mais la lumière dans un supermarché est une science à part entière, avec des ingénieurs dédiés, des budgets considérables et des études d'optimisation régulières. Les boucheries utilisent des éclairages légèrement rosés qui font paraître la viande plus fraîche, plus saine, plus appétissante qu'elle ne l'est parfois réellement. Les rayons de fromage et de charcuterie utilisent des lumières chaudes et ambrées qui évoquent la tradition, l'artisanat, la cave à fromage d'un village de campagne. Les rayons de produits frais comme les légumes sont éclairés avec une lumière blanche légèrement bleutée qui fait briller les couleurs vertes et rouges et donne une impression de fraîcheur maximale, presque de jardin. Les alcools premium, eux, sont souvent mis en valeur avec un éclairage dramatique, presque théâtral, comme des objets précieux dans un musée ou une galerie d'art. Des études menées par des instituts de design commercial ont montré que les clients restent en moyenne 40% plus longtemps dans les rayons bien éclairés de façon stratégique, et que cet éclairage augmente la perception de qualité des produits, permettant aux enseignes de justifier des prix sensiblement plus élevés sans que les clients remettent vraiment en question cet écart. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. 6e fait, le labyrinthe. Si vous observez attentivement le plan d'un grand supermarché, vous remarquerez que les produits de première nécessité, le lait, les œufs, le pain, la farine, le beurre, sont presque toujours placés aux 4 coins du magasin, le plus loin possible les uns des autres et de l'entrée. Ce n'est pas une question de logistique ou de conservation, c'est une stratégie délibérée pour vous forcer à traverser le maximum de rayons pour obtenir ce dont vous avez besoin. En chemin, vous tombez sur des dizaines de produits que vous n'aviez absolument pas prévu d'acheter. Une étude du Food Marketing Institute américain a établi que 60% des achats en supermarché sont des achats impulsifs, c'est-à-dire des achats qui n'étaient pas sur la liste initiale. Et le labyrinthe architectural est l'un des principaux outils pour les provoquer et les multiplier. Les supermarchés investissent également dans des trackers de mouvement, des caméras, des capteurs infrarouges et des balises Bluetooth qui analysent les flux de circulation dans le magasin heure par heure pour identifier les zones froides, peu visitées et réorganiser régulièrement le plan afin de forcer les clients à les traverser. Approfondissons. 7e fait, les prix en neuf. Vous avez certainement remarqué que les prix finissent presque toujours par 99 centimes ou se terminent par 9. Un produit coûte 3,99 €, pas 4 €. Cette technique s'appelle le charm pricing et elle a été étudiée depuis les années 50 avec une constance remarquable. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point elle continue de fonctionner même quand les gens en sont pleinement conscients, même quand ils savent pertinemment qu'on leur fait le coup. Notre cerveau lit les chiffres de gauche à droite et il enregistre et mémorise le premier chiffre plus fortement que les suivants. Ainsi, 3,99 € est perçu comme 3 € quelque chose, plutôt que presque 4 €. La différence d'1 centime crée une différence psychologique de tout 1 € dans notre perception. Une étude de l'Université de Chicago et du MIT a montré que les prix se terminant par 9 surpassent même des prix inférieurs dans certains cas. Dans une expérience troublante,
une robe vendue 45 € se vendait moins bien qu'une robe identique vendue 49 € uniquement à cause du neuf final qui créait une association automatique avec une promotion, une affaire à saisir. Mais il existe une autre version de cette technique, encore plus subtile et moins connue du grand public. Maintenant, faites attention. 8e fait, la technique du prix encre. Les supermarchés placent souvent à côté d'un produit une version beaucoup plus chère du même type d'article. Pas nécessairement pour la vendre, mais pour recontextualiser les prix environnants. Une bouteille de vin à 120 €, placée juste à côté d'une bouteille à 25 €, fait soudainement paraître cette dernière comme une affaire raisonnable, presque modeste, presque un cadeau. Ce mécanisme s'appelle l'effet d'ancrage, et il a été démontré par les économistes comportementaux Daniel Kahneman et Amos Tversky dans leurs travaux fondateurs sur les heuristiques et les biais cognitifs. Des travaux qui vaudront à Kahneman le prix Nobel d'économie en 2002. Le prix cher sert d'encre psychologique qui réajuste votre perception de la valeur de tous les autres produits autour de lui. Les enseignes haut de gamme l'utilisent systématiquement pour vendre leurs références intermédiaires, celles où la marge commerciale est la plus élevée. Les rayons d'électroménager, les épiceries fines et les caves à vin en sont les exemples les plus flagrants. Mais ce phénomène est présent partout, des céréales du matin aux cosmétiques bio, en passant par les vins de table et les fromages à la coupe. Et voici ce qui soulève des questions. 9e fait, les promotions et les offres groupées. 3 pour le prix de 2. Achetez-en un, obtenez le deuxième à moitié prix. Lot de 5 pour 12,99 €. Ces offres semblent toujours avantageuses, généreuses même. Mais des études ont montré à plusieurs reprises que dans 50 à 60% des cas, les promotions de volume ne font pas économiser d'argent réel aux consommateurs. Soit parce que le prix unitaire est en réalité identique ou même plus élevé qu'un produit concurrent non promu, disponible dans le même rayon, soit parce que vous achetez systématiquement plus que ce dont vous avez besoin et qu'une partie de la nourriture finit immanquablement à la poubelle. Une équipe de chercheurs de l'université Cornell a étudié les habitudes d'achat de familles américaines pendant plusieurs années et a conclu que les acheteurs qui profitent régulièrement des offres de volume dépensent en moyenne 32% de plus que les acheteurs qui achètent uniquement ce dont ils ont besoin à l'instant présent. Le volume crée l'illusion de l'économie tout en augmentant mécaniquement la dépense totale du foyer. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Passons à la suite. 10e fait, les marques de distributeurs et leur positionnement dans les rayons. Vous avez certainement remarqué que dans presque tous les rayons, les produits de marque nationale sont placés exactement à hauteur des yeux, au niveau précis de votre regard adulte. Les produits moins chers, les marques distributeurs ou les grandes quantités économiques, eux, sont soit présents haut des étagères, soit tout en bas, proche du sol, là où l'effort de se pencher ou de lever les yeux constitue une barrière psychologique suffisante pour décourager beaucoup d'acheteurs. Cette organisation s'appelle le High Level is Buy Level, dans le jargon du merchandising professionnel. Et elle est appliquée de façon quasi universelle dans la grande distribution mondiale. Les marques nationales paient des sommes considérables pour ce placement stratégique. C'est ce qu'on appelle les droits de référencement ou les marges arrière. Une pratique qui a fait l'objet de plusieurs lois et enquêtes de la Direction générale de la concurrence en France. Car elle peut désavantager structurellement les petits producteurs et artisans qui n'ont pas les moyens de payer pour être au niveau des yeux. Ce que vous choisissez en rayon n'est donc pas toujours le reflet de votre préférence libre et éclairée. C'est souvent le produit de qui a payé le plus pour être dans votre champ visuel naturel. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 11e fait. Les boulangeries et rôtisseries intégrées dans les supermarchés. De plus en plus de grandes surfaces ont intégré des fours et des espaces de cuisson directement dans le magasin, avec des vitrines ouvertes, des odeurs qui se diffusent dans tout l'établissement et des employés visibles en train de travailler. Pain chaud sorti du four, poulet rôti doré tournant sur leur broche, pizza garnie attendant d'être enfournée. La chaleur visuelle et olfactive qui s'en dégage a un effet prouvé sur l'appétit des clients. Or, des gens qui ont faim achètent systématiquement plus et moins rationnellement. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a établi que faire ses courses le ventre vide augmente les dépenses de 25 à 30% en moyenne, avec une forte tendance à sélectionner des produits caloriques, sucrés et impulsifs qui ne figuraient pas sur la liste initiale.
Les supermarchés le savent parfaitement, et certains chauffent artificiellement ces zones ou programment leur cuisson aux heures de pointe, en fin d'après-midi entre 16 et 19 heures, quand les gens rentrent du travail, fatigués, stressés et affamés après leur journée. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 12e fait. Les caisses et la zone stratégique autour d'elles. La zone entourant les caisses est probablement le mètre carré le plus rentable de tout le supermarché, rapporté à sa surface. Elle est remplie de petits produits à faible coût unitaire. Chewing-gum, chocolat individuel, piles, magazine People, petits jouets, bonbons en vrac, qui ne nécessitent aucune réflexion ni délibération pour être achetés. Vous faites la queue pendant 2 à 5 minutes, vous avez le temps de regarder autour de vous. Un objet attire votre regard. Vous l'ajoutez à votre panier sans vraiment y penser, presque machinalement. Ces achats de caisse représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires annuel des grandes enseignes. Des chaînes comme Ikea ont même développé le concept de zone de décompression, un couloir final après les caisses rempli de petits produits à prix psychologiquement doux qui capturent les clients en mode de relâchement une fois la vigilance des dépenses abandonnée et le portefeuille déjà ouvert. Ce moment de détente psychologique après l'effort cognitif de faire ses courses est une fenêtre d'opportunité commerciale que les enseignes ont appris à exploiter avec une précision chirurgicale. Et puis, un retournement inattendu. 13e fait, les cartes de fidélité et la collecte de données comportementales. En apparence, les cartes de fidélité vous font économiser. En réalité, elles sont l'un des outils de collecte de données et de manipulation comportementale les plus sophistiqués jamais créés dans le commerce de détail. Chaque fois que vous utilisez votre carte, le supermarché enregistre exactement ce que vous avez acheté, quand vous l'avez acheté, à quelle heure précise, dans quel ordre vous avez rempli votre chariot, quel était votre ticket moyen ce jour-là, quels produits promus vous avez pris et lesquels vous avez ignorés. Au bout de quelques mois, l'enseigne dispose d'un profil comportemental extrêmement précis de vos habitudes de consommation. Elle sait quand vous êtes en période de fin de mois serrée, quand vous organisez une fête, quand vos enfants sont en vacances scolaires, quand vous êtes malade. Et elle personnalise ses promotions en conséquence, non pas pour vous faire économiser, mais pour vous pousser à acheter des produits que vous n'auriez pas achetés autrement. La grande distribution britannique, notamment Tesco avec sa carte Clubcard, a été pionnière dans ce domaine dès les années 90. La société analytique Dunnhumby qui gérait les données Tesco a été revendue pour des centaines de millions de livres sterling, témoignant de la valeur extraordinaire de ces données comportementales individuelles pour l'industrie. Examinons le point suivant. 14e fait. Les couleurs des étiquettes de prix et leur codification émotionnelle. Rouge pour les promotions, jaune pour les nouveautés, blanc pour le prix courant, vert pour les produits biologiques ou naturels. Ce code couleur est universel dans la grande distribution mondiale et il ne s'est pas établi par hasard ou par tradition esthétique. Le rouge est associé dans notre cerveau à l'urgence, au danger immédiat, à l'action réflexe. Quand vous voyez une étiquette rouge, votre cerveau interprète inconsciemment un signal d'alerte, une opportunité à saisir avant qu'il ne soit trop tard, une rareté temporaire qui menace de disparaître. Des études en neuromarketing ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour montrer que les étiquettes rouges activent effectivement les mêmes zones du cerveau que les stimuli d'urgence ou de récompense immédiate. Certaines enseignes ont expérimenté avec d'autres couleurs, notamment le vert pour suggérer la naturalité et la responsabilité environnementale, et ont observé des modifications significatives et mesurables des comportements d'achat. En France, le système de Nutri-Score à code couleur sur les emballages alimentaires a lui-même fait l'objet d'intenses lobbying de la part de l'industrie agroalimentaire, parfaitement consciente du pouvoir des codes couleurs sur les décisions d'achat au moment de la saisie du produit. Avançons. 15e fait. La taille des emballages et le phénomène de la shrinkflation. Les fabricants de produits alimentaires ont développé une technique particulièrement pernicieuse parce qu'invisible, appelée la shrinkflation, la réduction silencieuse de la quantité de produits dans un emballage dont la forme reste identique ou diminue légèrement pendant que le prix reste stable ou augmente discrètement. Un paquet de biscuits passe de 300 grammes à 265 grammes. Une bouteille de jus de fruits de 1 litre devient 900 millilitres. Un pot de confiture de 500 grammes se rétrécit à 450 grammes. Les emballages gardent leur forme générale, leur couleur familière, leur apparence habituelle sur l'étagère,
mais contiennent moins de produits pour le même prix ou un prix légèrement supérieur. Cette pratique est tellement répandue que des observatoires spécialisés comme Foodwatch en France ou le site Shiflation au Royaume-Uni la documentent en permanence et publient des listes régulièrement mises à jour. Des études ont montré que les consommateurs sont statistiquement bien moins sensibles à une réduction de quantité de 10% qu'à une augmentation de prix équivalente. Notre cerveau est moins habile à détecter les variations de volume ou de poids qu'à remarquer les changements de chiffres sur une étiquette de prix. Et voici un autre exemple. 16e fait. La disposition des allées et la hiérarchie spatiale des rayons. Les allées de supermarchés sont presque toujours plus larges et mieux aménagées dans les zones de produits premium ou à forte marge commerciale. L'espace autour d'un produit communique un message implicite sur sa valeur et son statut. Plus il est spacieux, plus il semble précieux, exclusif, méritant d'attention. Les vins haut de gamme, les cosmétiques bio, les fromages artisanaux à la coupe sont souvent présentés dans des espaces dégagés avec une scénographie soignée, presque une mise en scène muséale. À l'inverse, les rayons discount ou les premiers prix sont souvent serrés, moins bien éclairés, avec des présentoirs métalliques fonctionnels, sans aucune esthétique particulière, communiquant visuellement l'idée d'une offre basique pour des budgets contraints. Cette hiérarchisation spatiale conditionne psychologiquement vos achats et votre rapport à votre propre identité de consommateur. Vous associez inconsciemment l'espace généreux et l'esthétique soignée à la qualité, à la légitimité de la dépense et même à une certaine idée de vous-même comme consommateur averti et exigeant. Il est temps de continuer. 17e fait. L'absence de fenêtres et la déconnexion temporelle. La grande majorité des supermarchés n'ont pas de fenêtres donnant sur l'extérieur. Pas de vue sur le ciel, pas de lumière naturelle indiquant l'heure de la journée, pas d'indication visuelle de la météo ou du temps qui passe dehors. Exactement comme les casinos de Las Vegas. Et cette comparaison n'est pas fortuite. La conception architecturale des casinos a été intensément étudiée par les grandes surfaces qui ont emprunté directement plusieurs de leurs principes. Cette bulle architecturale crée un sentiment de suspension temporelle où la notion du temps qui s'écoule s'estompe progressivement. Vous entrez pour juste 2 minutes, prendre du lait, et vous ressortez 1 heure plus tard avec un chariot plein, sans comprendre comment le temps a filé. Des chercheurs ont étudié cet effet en comparant les comportements d'achat dans des magasins avec et sans fenêtres donnant sur l'extérieur. Les résultats sont cohérents. L'absence de repères temporels naturels augmente significativement la durée moyenne de visite et le montant des achats. Certains grands centres commerciaux vont encore plus loin en intégrant de faux ciels peints ou des lumières artificielles qui imitent les variations de la lumière du jour, créant une ambiance agréable tout en masquant totalement la réalité temporelle extérieure. Maintenant, ce qui est souvent caché. 18e fait. Le revêtement de sol comme outil de ralentissement ciblé. Avez-vous déjà remarqué que le sol des supermarchés est souvent fait de grands carreaux lisses dans les zones de circulation principales et les allées de passage rapide, mais que certaines allées spécifiques ont un revêtement différent, légèrement plus rugueux ou avec des joints plus rapprochés et plus marqués. Ce n'est pas un choix esthétique, mais une contrainte de budget. Quand les roues de votre chariot roulent sur un revêtement à joints plus rapprochés, elles produisent un petit bruit rythmique et une légère vibration perceptible à travers la poignée du chariot. Votre cerveau interprète cette vibration comme un signal de ralentissement. Comme quand vous roulez sur des pavés, vous levez instinctivement le pied, vous ralentissez votre allure, vous regardez autour de vous pour comprendre ce changement de terrain et vous voyez précisément les produits à haute marge qui bordent ce passage particulier. Cette technique a été documentée par des chercheurs en comportement du consommateur et est reconnue dans les manuels professionnels du merchandising comme une méthode efficace pour forcer des ralentissements non perçus dans des zones commercialement stratégiques. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 19e fait. Les têtes de gondole et leur puissance commerciale extraordinaire. Ce sont les extrémités des rayons, ces espaces ouverts et très visibles, sur lesquels vous tombez naturellement en vous déplaçant d'une allée à l'autre. Les produits placés en tête de gondole voient leur vente augmenter de 500% en moyenne par rapport à leur placement normal au milieu du rayon. 500%. C'est un chiffre absolument colossal, qui explique pourquoi les marques sont prêtes à dépenser des fortunes pour ces emplacements quelques semaines par an. Et voici le détail cruel, et presque cruel dans sa simplicité. Les têtes de gondole sont massivement associées dans l'esprit des consommateurs à des promotions en cours. Vous supposez automatiquement que si un produit est mis en avant de façon aussi visible, c'est qu'il est en promotion.
qu'il y a une raison commerciale de l'acheter aujourd'hui plutôt que demain. Or, de nombreuses études ont montré que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le produit est plein tarif, sans aucune réduction, mais son placement stratégique crée l'illusion d'une offre spéciale, temporaire. Vous l'achetez en pensant faire une bonne affaire, alors qu'il n'y a strictement aucun avantage financier réel par rapport à une autre semaine. Il y a une suite. 20e fait, la psychologie du mot gratuit et son effet sur notre rationalité. Un article acheté, le deuxième gratuit. Le mot gratuit déclenche dans notre cerveau une réaction émotionnelle disproportionnée par rapport à sa réalité économique. Dan Ariely, professeur d'économie comportementale à Duke University et auteur du livre Predictably Irrational, a consacré de nombreuses recherches rigoureuses à l'effet du gratuit sur le comportement humain. Dans une expérience célèbre qui a fait le tour du monde académique, il proposait des truffes au chocolat Lindt à 15 centimes et des Hershey Kisses à 1 centime. La majorité des gens, raisonnablement, choisissaient la truffe de qualité supérieure pour un prix modeste. Puis il a baissé les deux prix d'1 seul centime. La Lindt passait à 14 centimes et le Hershey's à 0 centime, donc techniquement gratuit. Soudainement, la grande majorité des gens choisissaient le Hershey's de moindre qualité simplement parce qu'il était gratuit. La valeur objective avait peu changé, 1 centime de différence, mais le mot gratuit avait complètement suspendu la rationalité comparative des participants. Les supermarchés l'utilisent massivement dans toute leur communication promotionnelle, sachant que le simple mot gratuit suffit à déclencher des achats qui n'auraient absolument pas eu lieu autrement dans un contexte de choix rationnel. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 21e fait, la gestion de la température ambiante selon les zones. Les zones de boulangerie, de charcuterie fine et de traiteurs chauds sont souvent maintenues à une température légèrement supérieure au reste du magasin. La chaleur est universellement associée dans notre expérience humaine au confort, à la convivialité, à la générosité et au plaisir partagé. Vous êtes naturellement plus enclin à vous faire plaisir, à vous accorder un extra dans un environnement chaud. Des études de psychologie environnementale ont confirmé que la chaleur ambiante augmente la disposition à la dépense hédoniste, c'est-à-dire les achats de plaisir plutôt que de nécessité. A l'inverse, les allées de surgelés sont évidemment froides par nécessité fonctionnelle, mais les études montrent que les gens y passent moins de temps précisément à cause de l'inconfort du froid, ce qui réduit mécaniquement les achats impulsifs dans ces zones, à moins que les produits ne soient particulièrement bien mis en avant visuellement pour compenser ce désavantage thermique. Certaines enseignes ont expérimenté des zones de dégustation légèrement chauffées et parfumées, où des hôtesses proposent des échantillons, observant que la combinaison de chaleur ambiante, d'interaction sociale et de stimulation gustative crée une disposition à l'achat particulièrement puissante. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 22e fait, les applications mobiles, les notifications géolocalisées et le marketing en temps réel. La frontière entre le monde numérique et le monde physique s'est complètement estompée dans la grande distribution moderne, créant ce que les professionnels du secteur appellent le commerce phygital. Vous êtes dans le rayon céréales et soudainement votre téléphone vibre dans votre poche. Une notification de l'application officielle du supermarché vous informe d'une promotion exclusive sur un produit qui se trouve à exactement 2 mètres de vous à cet instant précis. Ce n'est pas de la magie ni du hasard, c'est de la géolocalisation intérieure par Bluetooth à basse énergie, par balise Wi-Fi ou par technologie RFID, couplée à votre historique d'achat analysé en temps réel par des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces technologies permettent aux enseignes d'envoyer des offres ultra personnalisées au moment précis où vous êtes le plus susceptible de les convertir en achats, c'est-à-dire quand vous êtes physiquement devant le produit, en train de l'examiner ou de passer devant lui. Des acteurs comme Carrefour, Leclerc ou Auchan ont massivement investi dans ces technologies depuis le milieu des années 2010. Et les résultats en termes d'augmentation du panier moyen sont suffisamment significatifs pour que ces investissements continuent de croître chaque année. Et puis, un retournement inattendu. 23e fait. Le bio et le premium comme piège de statut social et d'identité. La montée en puissance du bio, du fait maison, du artisanal et du local dans les supermarchés n'est pas uniquement une réponse sincère à une demande de consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. C'est aussi une formidable opportunité commerciale pour les enseignes d'appliquer des marges commerciales bien supérieures à celles des produits conventionnels, avec des justifications narratives très puissantes.
Une pomme bio peut coûter jusqu'à 3 fois le prix d'une pomme conventionnelle. Or, une méta-analyse de l'Université de Stanford, portant sur plus de 223 études indépendantes, a conclu qu'il n'existe pas de preuves suffisantes que les aliments biologiques soient significativement plus nutritifs pour la santé humaine que les aliments cultivés de façon conventionnelle. Le bio répond souvent davantage à un signal de statut social, montrer qu'on est informé, responsable, soucieux de ses enfants, qu'on peut se le permettre financièrement, qu'à une réelle amélioration mesurable de la santé individuelle. Et les supermarchés ont parfaitement intégré cette dynamique identitaire dans leur stratégie de gamme et de prix, créant des univers entiers dédiés à ce consommateur aspirationnel. Ce moment change tout. 24e fait, la théâtralisation des produits locaux et l'origine comme récit émotionnel. Dans de nombreux supermarchés, des panneaux chaleureux affichent fièrement « Producteur local, origine France », élevé à moins de 100 km, accompagné parfois d'une photo du producteur souriant dans son champ ou sa ferme. Ces messages évoquent l'authenticité, le soutien aux communautés locales, la fraîcheur garantie et un lien direct avec la terre. Ils créent un lien émotionnel fort entre le consommateur et le produit, transformant l'acte d'achat en geste de solidarité et de conviction. Mais la réglementation sur ce type d'affichage est complexe, souvent imprécise et peu contrôlée dans les faits. Un produit peut légalement afficher « fabriqué en France » si sa dernière transformation substantielle a eu lieu en France, même si l'intégralité des matières premières vient d'Asie ou d'Amérique du Sud. Des enquêtes journalistiques approfondies menées par des émissions comme Cache Investigation en France ont révélé de nombreux cas où l'affichage d'origine ne correspondait pas à la réalité attendue et imaginée par les consommateurs. L'effet de halo du local ou du français suffit à justifier une prime de prix substantielle que les acheteurs acceptent souvent avec enthousiasme, sans chercher à vérifier les informations en détail. Examinons le point suivant. 25e fait, les dégustations gratuites et le principe de réciprocité. Vous passez devant un stand soigneusement installé dans une allée passante, une hôtesse souriante en tenue professionnelle vous tend un petit verre de vin ou un morceau de fromage sur une pique en bois. Vous goûtez, vous trouvez ça bon ou honnête? Et là, un mécanisme psychologique très puissant s'active automatiquement, le principe de réciprocité sociale. Ce principe, étudié et formalisé notamment par le sociologue Robert Cialdini dans son livre fondamental Influence, The Psychology of Persuasion, stipule que lorsque quelqu'un nous offre quelque chose gratuitement, nous ressentons une obligation inconsciente et profonde de rendre l'appareil, de rééquilibrer l'échange. Dans le contexte d'une dégustation en supermarché, rendre l'appareil signifie acheter le produit que vous venez de goûter, même si vous n'en aviez aucune intention en entrant dans le magasin. Des études rigoureuses ont montré que les dégustations gratuites augmentent les ventes du produit concerné de 200 à 500% pendant la période de promotion, et que cet effet est d'autant plus fort quand l'hôtesse établit un contact visuel direct et personnalisé avec le client, renforçant le sentiment d'obligation sociale individuelle. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 26e fait. La gestion de la pénurie artificielle et l'urgence fabriquée. Plus que 3 articles en stock. Offre valable jusqu'à dimanche soir uniquement. Stock limité, profitez-en maintenant. Ces messages omniprésents dans les promotions en ligne et en magasin créent un sentiment d'urgence et de rareté imminente qui contourne efficacement votre raisonnement analytique et vos mécanismes de délibération rationnelle. La psychologie de la rareté est l'un des biais cognitifs les mieux documentés en économie comportementale depuis les travaux de Kahneman et Tversky. Nous attribuons instinctivement une valeur plus élevée aux choses rares ou susceptibles de disparaître, indépendamment de leur utilité réelle pour nous. Dans le contexte du commerce en ligne, Amazon affiche systématiquement le nombre d'articles restants quand il tombe sous un certain seuil, parfois même quand le stock réel est bien plus abondant, uniquement par stratégie d'activation de ce biais. Dans les supermarchés physiques, les opérations de déstockage ou de liquidation avec des palettes présentées à même le sol dans des bacs métalliques sans esthétique créent une impression de vraies affaires exceptionnelles à saisir immédiatement, même si les marges restent parfaitement confortables pour l'enseigne et que les produits y sont depuis plusieurs semaines. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 27e fait. Les journaux de promotion et la stratégie des produits d'appel. Chaque semaine, les supermarchés distribuent des prospectus, physiques dans vos boîtes aux lettres malgré l'autocollant Stop Pub, ou numériques dans vos boîtes email et sur leurs applications. Ces catalogues ont un double rôle soigneusement calculé. Premièrement,
Ils attirent les clients dans le magasin avec des offres genuinement attractives sur quelques produits phares, soigneusement sélectionnés, appelés produits d'appel dans le jargon commercial. L'enseigne peut volontairement perdre de l'argent sur ces produits précis, ils sont parfois vendus en dessous de leur prix de revient réel, ce qu'on appelle une vente à perte. Mais une fois dans le magasin pour récupérer ses affaires, vous ne vous contentez absolument jamais d'acheter uniquement les produits du catalogue. Vous remplissez votre chariot avec tout ce dont vous aviez besoin, et avec beaucoup de choses dont vous n'aviez pas besoin, et c'est là que l'enseigne récupère largement sa marge globale. Ce phénomène commercial bien connu est appelé le loss leader dans le vocabulaire anglophone. Le poulet entier vendu à prix coûtant tous les jeudis n'est pas de la générosité ou de l'altruisme commercial. C'est un investissement précisément calculé pour vous faire traverser le magasin et dépenser sur l'ensemble des autres rayons. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 28e fait, les caisses automatiques et leur effet libérateur sur les achats impulsifs. Les caisses automatiques, présentées initialement comme une innovation pour fluidifier les files d'attente et réduire les coûts de personnel, ont un effet psychologique supplémentaire et non publicisé sur les dépenses totales. Des recherches publiées dans le Journal of Consumer Psychology ont comparé systématiquement les comportements d'achat aux caisses traditionnelles avec caissiers humains et aux caisses automatiques en libre-service. Résultat surprenant et contre-intuitif. Aux caisses automatiques, les clients sont significativement plus enclins à acheter des produits impulsifs de dernière minute, comme les sucreries, les snacks salés ou les magazines placés à leur proximité immédiate. L'explication avancée par les chercheurs est que l'absence d'interaction sociale directe avec un caissier, un autre être humain qui vous observe et qui voit ce que vous passez, réduit le sentiment de jugement social et donc l'inhibition qui en découle. Vous êtes moins retenu, moins pudique quand personne ne vous regarde réellement passer vos achats un à un. Vous vous accordez plus facilement et plus spontanément cette tablette de chocolat au lait ou ce magazine People que vous n'auriez pas osé poser sur le tapis roulant d'une caisse classique avec un caissier souriant qui observe. Mais il y a une nuance. 29e fait. Les labels et certifications comme outils de différenciation marketing autant que de garantie réelle. Bio, label rouge, Fairtrade, commerce équitable, sans gluten, sans lactose, vegan certifié, zéro plastique, haute valeur environnementale. La prolifération des labels sur les emballages reflète certes une demande réelle et légitime des consommateurs pour plus de transparence, de traçabilité et d'éthique dans leur alimentation. Mais elle reflète aussi une course au label comme outil de différenciation marketing et de justification de prix premium que les concurrents sans label ne peuvent pas pratiquer. Obtenir une certification reconnue, comme le label Agriculture biologique européen, est un processus long et coûteux pour les producteurs, ce coût étant intégralement répercuté sur le prix de vente final au consommateur. Mais des études en comportement du consommateur ont montré que les acheteurs font souvent peu de distinctions pratiques entre les labels officiels, certifiés par des organismes indépendants accrédités, et les labels créés de toutes pièces par les marques elles-mêmes sans certification externe vérifiable. Ce qu'on appelle communément le greenwashing ou l'éco-blanchiment. La France a d'ailleurs renforcé et durci sa législation sur le greenwashing à partir des années 2020, après de nombreuses plaintes d'associations de consommateurs et de régulateurs contre des affichages trompeurs de naturalité, d'éco-responsabilité ou de bien-être animal. Et voici un autre exemple. 30e fait, la psychologie des formats et la manipulation des perceptions de valeur. Vous entrez dans un supermarché pour acheter du café. Vous avez le choix entre une capsule individuelle à 40 centimes, un paquet de dosettes pour 10 €, un format familial pour 15 € et un format professionnel pour 22 €. Le grand format semble économique au premier regard. Mais il vous oblige à consommer plus et plus vite, ou à jeter une partie du produit si vous ne l'utilisez pas à temps. Les marques ont minutieusement optimisé leur gamme de formats pour maximiser la valeur perçue à chaque point de prix, tout en guidant subtilement le consommateur vers les formats les plus rentables pour elles. Les formats individuels et les doses uniques ont des marges commerciales considérablement plus élevées par gramme ou par portion que les grands formats économiques. Mais les grands formats créent une illusion d'économie d'échelle si puissante que les clients les choisissent souvent même quand leur mode de consommation réel ne les justifie pas et qu'une partie finit invariablement gaspillée. Et dans les deux cas de figure, l'enseigne et le fabricant y trouvent leur compte. Mais attendez, 31e fait,
les programmes de points, les jeux concours et la gamification de la fidélité. De nombreuses enseignes de grande distribution ont profondément intégré des mécaniques de jeu et de compétition dans leurs programmes de fidélité, transformant le simple acte de faire ses courses hebdomadaires en une expérience ludique avec des objectifs, des niveaux et des récompenses à débloquer. Collectez des points à chaque achat, débloquez des récompenses exclusives, participez à des tirages au sort hebdomadaires, défiez votre score de la semaine précédente. Ces mécaniques empruntent directement et délibérément aux techniques des jeux vidéo et aux principes des machines à sous pour créer de l'engagement émotionnel durable et de la dépendance comportementale douce. La récompense variable. Parfois vous gagnez beaucoup de points, parfois peu, parfois vous remportez un cadeau inattendu, et le mécanisme d'engagement le plus puissant connu en psychologie comportementale expérimentale. C'est exactement le même principe qui rend les machines à sous si difficiles à quitter. L'imprévisibilité de la récompense crée une anticipation permanente. Vous revenez régulièrement dans l'enseigne dans l'espoir de débloquer le prochain niveau de fidélité ou de remporter la récompense du mois. En France, les grandes opérations saisonnières de collecte de points avec des cadeaux matériels à la clé, couteaux de qualité, casseroles professionnelles, services de vaisselle, ont régulièrement prouvé leur très forte efficacité pour augmenter la fréquence de visite et le montant du panier moyen sur des périodes de plusieurs semaines. Ici se cache un point important. 32e fait, les enfants comme cible directe et comme levier d'influence parentale. Les confiseries brillamment emballées, les céréales sucrées aux couleurs vives, les petits jouets à surprise et les produits sous licence de personnages populaires de dessins animés et de jeux vidéo sont presque toujours placés avec une précision millimétrée à hauteur des yeux des enfants, soit dans la partie basse des rayons adultes, soit dans des allées entières dédiées à l'univers de l'enfance. Ce placement n'est absolument pas innocent ni dicté par des contraintes logistiques. Des études spécialisées en marketing de l'enfance ont montré que les enfants influencent directement entre 30 et 50% des décisions d'achat de leurs parents en grande surface. Le nag factor, le facteur de réclamation insistante, est une réalité commerciale parfaitement documentée et reconnue par les professionnels du marketing depuis les années 80. Les enseignes savent très précisément que l'enfant qui tire sur la manche de son parent épuisé en réclamant avec conviction son paquet de céréales à l'effigie de son héros préféré est un levier commercial d'une efficacité extraordinaire et difficile à contrecarrer pour le parent. Des régulations existent dans plusieurs pays européens pour limiter la publicité directement ciblant les enfants, notamment en termes de publicité télévisée avant 20 h. Mais dans les supermarchés physiques, la réglementation du placement de produits à destination de l'enfant reste largement insuffisante, et le phénomène continue de fonctionner à plein régime. Et ce n'est pas tout. 33e fait, le paiement sans contact et la disparition progressive de la douleur psychologique de la dépense. Le paiement sans contact par carte bancaire, Apple Pay, Google Pay, les abonnements prépayés aux services de livraison à domicile, toutes ces technologies convergentes ont un point commun fondamental et rarement discuté ouvertement. Elles réduisent drastiquement ce que les neuroscientifiques appellent la douleur du paiement. Des équipes de neuroscientifiques ont démontré grâce à des techniques d'imagerie cérébrale que lorsque nous payons en espèces, en voyant physiquement les billets quitter notre portefeuille et passer dans d'autres mains, une zone du cerveau associée à la douleur réelle et à la perte s'active de façon mesurable. Cette douleur neuronale agit comme un frein naturel et automatique à la dépense excessive, un mécanisme régulateur intégré dans notre biologie. A l'inverse, payer en frôlant simplement sa carte ou son téléphone au terminal de paiement, sans friction, sans compter, sans voir physiquement l'argent partir, désactive très largement ce mécanisme inhibiteur naturel. Des études expérimentales ont montré que les personnes qui paient systématiquement sans contact dépensent en moyenne 20 à 25% de plus que celles qui paient en espèces sonnantes et trébuchantes, toute autre condition étant égale par ailleurs. La grande distribution a été l'une des premières industries à adopter massivement et à promouvoir activement le paiement sans contact. Non pas uniquement pour des raisons d'hygiène pendant la pandémie ou de praticité client, mais parce que les données internes montraient clairement et dès le départ son impact très positif et mesurable sur le montant moyen des transactions. Ce que nous venons de parcourir ensemble forme un tableau fascinant, complexe et par moments légèrement vertigineux sur les mécanismes qui façonnent nos comportements de consommation chaque semaine. 33 techniques documentées, étudiées, affinées pendant des décennies. Mais la réalité nuancée est que personne ne peut affirmer avec une certitude absolue laquelle fonctionne le mieux
dans quel contexte culturel ou socio-économique précis, ni dans quelle mesure chacune d'elles est déployée de façon véritablement consciente et délibérée, ou simplement le résultat de décisions empiriques accumulées pragmatiquement au fil des décennies de commerce de détail. Certaines enseignes contestent catégoriquement l'idée d'une manipulation consciente et organisée de leurs clients, préférant parler d'optimisation de l'expérience client ou de facilitation du parcours d'achat. D'autres assument plus franchement l'utilisation de ces techniques comportementales, les présentant comme une réponse légitime, logique et inévitable aux lois du marché compétitif et aux attentes des actionnaires. Ce qui est avéré et non contestable, c'est que la grande distribution est aujourd'hui l'un des secteurs les plus sophistiqués au monde en matière de psychologie appliquée à grande échelle, et que l'écart de connaissance et de compréhension entre les professionnels du secteur et le consommateur ordinaire reste immense et soigneusement entretenu. Ce qui reste genuinement non prouvé ou activement débattu dans la communauté scientifique, dans quelle mesure la simple connaissance intellectuelle de ces techniques vous en protège réellement dans le feu de l'action au moment où vous tenez le produit dans la main? Certains chercheurs en sciences cognitives pensent que la connaissance active suffit à déclencher un bouclier rationnel efficace qui vous permet de résister aux biais. D'autres spécialistes du nudge et de l'économie comportementale, comme Richard Thaler ou Daniel Ariely, estiment que nos biais cognitifs sont si profondément ancrés dans notre architecture neuronale que même parfaitement informés et avertis, nous continuons à tomber régulièrement dans les mêmes pièges comportementaux. La vérité empirique est probablement quelque part entre ces deux positions, et elle varie considérablement selon les individus, les situations et les niveaux de fatigue ou de stress au moment de l'achat. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la prochaine fois que vous franchirez les portes automatiques d'un supermarché, quelque chose aura changé dans votre façon de voir ce qui vous entoure. Vous remarquerez peut-être l'odeur du pain chaud un peu trop présente pour être tout à fait innocente. Vous sourirez peut-être en voyant les œufs placés à l'opposé du lait. Vous penserez peut-être à Sylvan Goldman et à son chariot géant quand vous attraperez machinalement la poignée métallique à l'entrée. Et peut-être que cette conscience nouvelle vous protégera un peu, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, vous ne pourrez plus jamais entrer dans un supermarché avec les yeux complètement fermés. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous a vraiment parlé. Et ça compte énormément pour nous. Écrivez 1 dans les commentaires si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et 0 si vous connaissiez déjà toutes ces astuces. Abonnez-vous à la chaîne 33 Facts pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. On a encore beaucoup de choses étonnantes à vous révéler. À très bientôt.